Pour le trouble bipolaire, l'une des choses fondamentales, oui, c'est de réussir à être stabilisé, parce que sinon, quand on monte, on descend, enfin, c'est comme souvent je dis, c'est les montagnes russes, c'est extrêmement fatigant. C'est comme si vous aviez une voiture et que vous avez une accélération, vous ralentissez, vous accélérez, vous ralentissez, ça fatigue le moteur. En juillet, je suis venue faire ma première permanence d'accueil comme bénévole à l'OCH, à Lourdes, et ça a vraiment été un temps extraordinaire. C'était une période où j'étais vraiment pas bien, j'étais en période de dépression. Et là, je me suis rendu compte que même mal psychiquement, j'avais une capacité à être bien spirituellement et à être bien humainement. Ça a été l'une des premières grosses pierres. Et j'ai fait une petite semaine ou 10 jours, je ne sais plus trop, où j'ai rencontré toute l'équipe de Lourdes, les bénévoles. Et là, la sauce, elle était prise. Et puis je suis revenue en mai après, et puis en juillet. Et puis voilà, donc depuis 2009, je vais régulièrement. J'ai mon badge de bénévole à l'OCH et je fais beaucoup de témoignages là-bas à Lourdes. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Cette rencontre date d'il y a un peu plus de 2 ans, où j'avais été invité donc par l'OCH à une rencontre du groupe Pierre-François Jamet. On a pu ouvrir un nouveau lieu grâce à une aide de l'OCH. On a aussi un accompagnement, puisque c'est pas tout d'ouvrir un lieu, il faut encore le faire vivre. Et on a des volontaires qui viennent y vivre, qui vivent parfois des choses difficiles. Et donc le service écoute de l'OCH nous aide et va nous aider à l'avenir en apportant un soutien aux volontaires pour la relecture de leur expérience. J'accompagne un groupe de personnes handicapées entre 20 et 30 ans, des personnes qui sont trop handicapées quelque part pour se sentir à l'aise et nouer des liens d'amitié dans la société, et pas assez handicapées pour se retrouver à l'aise également dans un milieu de personnes handicapées. Donc ces personnes sont souvent assez seules, et le but c'était de créer un groupe qui crée des liens d'amitié vraiment entre ces personnes autour d'activités. Donc le groupe se retrouve une fois par mois à peu près, et on fait une activité ludique proposée par l'une des personnes du groupe. C'est une grande joie, systématiquement. C'est un effort toujours, et en fait c'est eux qui viennent à nous, c'est eux qui créent le contact, et c'est elles qui nous portent quelque part. C'est ma femme qui a pris contact pour la première fois pour Journée des mamans, et après elle m'a montré, il y a Journée des pères. Le week-end de père, moi j'ai bien aimé par rapport à, par exemple, au week-end de couple. Les deux sont bons, c'est une bonne formule, mais pour les pères, ça a permis donc de vraiment de réfléchir, d'avoir le silence en soi, une sorte de méditation le week-end. Quelque part, c'est un réseau. Tout est ouvert. C'est ce que font, par exemple, les papas. On s'échange un peu, disons, par les recettes, mais on s'entraide. À la suite de mon premier livre, en fait, du témoignage que j'ai écrit sur Philippines, ils sont venus vers moi pour me demander de collaborer à Ombre et Lumière. Et donc, en fait, c'est par ce biais-là que je suis en lien avec l'OCH. C'est vraiment par Ombre et Lumière. Tout passe par l'affectif, parce qu'elle peut percevoir par l'affectif, et donc rien par l'intellectuel ou par le discours. C'est un défi, quoi, parce que moi qui suis assez intello de caractère, et même ma formation, j'ai fait des études de philo, quoi. Moi, j'étais pas du tout dans le médico-social, les métiers paramédicaux, tout ça, c'était pas mon truc du tout. Et pour moi, c'est une révolution copernicienne de communiquer avec quelqu'un par le corps. J'ai coutume de dire, je crois que c'est la seule revue que depuis 20 ans je lis de la première à la dernière ligne. Et je crois que je suis resté fidèle. Et je peux dire que j'ai souvent terminé avec la larme à l'œil quand je lis cette revue, parce que c'est probablement quelque chose qui me permet de me décaper un peu. C'est une merveille. Moi, je l'ai découvert il y a très longtemps. J'ai vu plusieurs fois dans les courriers des lecteurs des gens qui parlaient de la revue en disant que cette revue, c'était comme un ami qui s'asseyait dans leur canapé et qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient passer un bon moment avec un ami qui allait comprendre leur réalité. Et je pense qu'il y a des vertus consolantes aussi dans cette revue. La maladie nous a fait changer de rythme, c'est vrai. Et nous a fait vivre autrement, c'est vrai. Notre vie est plus fragile, mais elle n'est pas moins belle. Je crois pas. Je retiens vraiment une
une attention et avec une attention aux personnes. Je crois que c'est ça vraiment la particularité, moi, qui me touche dans l'approche de l'OCH, c'est que c'est la personne qui compte. Au-delà de toute structure, au-delà de tout projet, au-delà de toute initiative, la personne et l'attention à la personne. Effectivement, ce que tu vis est dur, effectivement, ce que tu vis te fait pleurer, te fait très très mal. Mais t'inquiète pas, t'es quand même près d'un trésor et on est là simplement pour t'aider à le regarder parce que tes larmes t'aveuglent et t'arrives même plus à le regarder. Il y a des choses comme ça qui se passent. Leur cœur est vraiment grand ouvert, quoi. Et face à ce cœur ouvert, quelque part on n'a qu'un seul choix, c'est de l'ouvrir à son tour et ça se fait tout naturellement. Philippe Léros me disait, faut y aller de cœur à cœur. Et en fait, c'est ça. Si vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes rien. Venez voir, entrez. Et n'ayez pas peur, qu'on soit handicapé ou malade ou pas. Je pense vous en sortirez plus riche que vous ne serez entré. Oui, vraiment. Bonsoir. Bonsoir à chacun, bonsoir à chacune, vous qui êtes dans cette salle à Saint-Léon et vous qui êtes derrière vos écrans un peu partout en France et même en dehors de nos frontières pour participer à cette soirée avec Joseph Chovanec. Voilà, soyez les bienvenus. Nous allons vivre cette soirée le plus chaleureusement que nous pourrons tous. Voilà, pour commencer, je laisse la parole à Cyril Douillet, qui est le rédacteur en chef de la revue Ombres et Lumières.
Merci Marie-Vincent. Bonsoir à tous. Alors Ombre et Lumière, est-ce que c'est la peine de présenter cette revue? Ombre et Lumière, c'est la revue chrétienne des personnes handicapées, de leurs familles, de leurs amis. Depuis bientôt 200 numéros, Ombre et Lumière offre tous les 2 mois un éclairage, des informations sur le handicap, mais aussi un vrai soutien. Ombre et Lumière, c'est vraiment une communauté de lecteurs. Donc je vous invite, si vous n'en faites pas partie, à la rejoindre. D'autant Ombre et Lumière, c'est aussi sur Internet, un site www.ombreetlumière.fr avec des informations supplémentaires et d'autres façons d'entrer dans cette communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner ce soir au tarif de 22 €. Mais vous pouvez aussi retrouver nos anciens numéros sur le stand. Vous allez notamment trouver un numéro sur l'autisme Asperger, numéro 189. Et je vous invite aussi à acheter le dernier numéro dans lequel nous avons réalisé un portrait de Joseph Chovanec qui va nous parler ce soir. Voilà, merci à tous. Merci Cyril. Moi, je voudrais vous donner 2 rendez-vous. Parce que ce soir, c'est notre dernière conférence du cycle de l'année, mais on va pas se quitter comme ça. Je vous donne un premier rendez-vous très important, la journée des mamans. Elle est destinée aux mamans qui ont un enfant malade ou handicapé. C'est une journée rien pour elles, pour déposer, échanger, reprendre des forces entre mamans. Elle a lieu à Paris au choix le 22 ou le 24 mai, juste la veille de la fête des mamans. Voilà, une bonne façon de se préparer à la fête des mères. Faites-le savoir autour de vous ou inscrivez-vous encore, c'est donc la semaine prochaine, mais il y a encore possibilité de s'inscrire et faites-le savoir parce que ça peut être une journée qui change tout. Voilà. Un autre rendez-vous que vous trouvez dans les documents qu'on vous a remis, c'est un petit flyer comme ça, bleu, où on voit une tasse de thé, dans une tasse de café, dans la tasse de café, il y a 2 amis. C'est que l'ECH fait porte ouverte une fois par mois, sachez-le, et offre un petit café et un coup à boire à ceux qui ont envie de venir se rencontrer, échanger, parler, quand on a besoin d'amitié, de présence, etc. Une fois par mois, le mardi, le premier mardi du mois, le CH vous ouvre ses portes. Venez, profitez-en. Le prochain rendez-vous, c'est le premier mardi du mois de juin, c'est-à-dire le 3. Voilà. Et si vous ne pouvez pas venir mardi prochain, sachez que tous les mois, vous serez accueillis. Et il y a les dates sur le flyer. Voilà. Et ma dernière annonce, mais c'est la meilleure, parce que c'est un cadeau. Ça paye pas de mine comme ça, c'est un petit bout de papier qu'on vous a donné. Ce soir, il y a un tirage au sort. Et ceux qui seront tirés au sort et qui seront gagnants, gagneront le dernier livre de Joseph Chovanec, qui leur sera dédicacé personnellement. Voilà. Donc, je vous invite à remplir ce petit papier, à le déposer dans les urnes que vous trouverez à la sortie, ou dans les corbeilles qui circuleront, et comme ça, si ça se trouve, vous aurez cette chance-là. Voilà. Joseph Chovanec, Philippe de la Chapelle. Bonne soirée à nous tous. On va s'asseoir quand même. Voilà, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non. Là, vous allez m'entendre. Et Joseph va parler avec ce micro. Voilà, je suis très heureux de vous présenter Joseph. En fait, je vous présente quelqu'un que je connais pas bien. On se connaît pas bien. On s'est rencontrés qu'une fois. C'était la semaine dernière. Voilà. Par contre, je pense que d'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu dans différents médias Joseph, et à chaque fois, j'ai été touché, je peux dire, par
la parole de Joseph, et notamment dans Ombre Lumière, comme Cyril vous le rappelait, il y a un portrait de Joseph qui m'a touché. Alors je vous le présente sans le bien connaître, et du coup je vais vous dire qu'il est d'origine tchèque, son nom l'indique. Je vais vous dire qu'il habite Paris, qu'effectivement qu'il est atteint d'autisme Asperger, qu'il est diplômé de Sciences Po, qu'il est docteur en philo et qu'il est chercheur en philosophie et en sciences sociales. Mais quand j'ai dit ça, je pense que j'ai dit que des choses qu'il n'aime pas qu'on dise. Je crois. C'est-à-dire que je crois qu'en fait, Joseph n'aime pas qu'on le présente et qu'on se présente tous à travers un peu nos représentations sociales dans lesquelles on s'enferme un petit peu les uns les autres. Et à tel point que lui, sa façon de se présenter, dans Ombre Lumière, j'ai vu qu'il disait « saltimbanque de l'autisme ». C'est vrai que c'est plus poétique. Ou j'ai entendu à France Inter, alors là, il faut que je lise, et il disait « autiste du voyage, ancien sédentaire psychiatrisé ou déprimé, devenu nomade heureux ». Voilà, ça laisse plus d'espace, ça nous sort de nos représentations habituelles, ça nous laisse plus d'espace. Mais je crois qu'en fait, Joseph, derrière cet humour, vous invitez en fait à la rencontre de la personne autiste dans sa singularité. Et vous invitez à la rencontre un peu entre deux mondes, le monde des personnes autistes, mais aussi le monde des personnes non autistes, c'est comme ça que vous les nommez. Et vous dites même parfois les personnes souffrant de non-autisme. Voilà. Et je crois qu'en disant ça, ça dit quelque chose de ce que cette rencontre entre ces deux mondes, elle serait pas seulement bonne pour les personnes autistes, mais elle peut faire du bien à tout le monde. Et c'est ça, je pense, l'invitation que vous allez nous lancer ce soir. Voilà, vous avez écrit 2 livres qui sont sur le stand, Je suis à l'Est et Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez. C'est chez Plomb. Et ça parle de voyage, parce que je crois que le voyage, vous aimez bien. Vous aimez bien. J'ai vu que vous aviez visité, et quand je dis visité, c'est plus que visiter, plus de 50 pays. Et je trouve ça intéressant, parce qu'il y a quelques années, prendre le métro était très difficile. Donc je me dis que ça parle aussi de tout un chemin. Et puis vous êtes polyglotte, et dans Ombre Lumière, vous nous invitiez à découvrir une langue qui s'appelle le tédistan. Alors je ne sais pas si vous connaissez le tédistan, mais il paraît que c'est la langue des personnes qui souffrent d'un trouble, comme on dit, d'un trouble envahissant du développement. Voilà, je pense que ce soir, avec vous, on va peut-être visiter un pays qu'on ne connaît peut-être pas bien, ou sur lequel on a peut-être beaucoup de préjugés, qui est le tédistan. Et je vous remercie beaucoup d'être là pour nous y emmener et pour nous faire rencontrer la rencontre. Merci Joseph. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis très touché que vous soyez venus aussi nombreux. Et merci à l'OCH, à toutes ces équipes de l'OCH de Ombre et de Lumière pour leur travail. Et merci aussi pour les traductrices en langue des signes. Le plus dur des boulots, peut-être, ce soir. Et donc, comme Philippe nous l'a très bien dit, je pense, voyager au pays de la différence, ce n'est pas juste une activité pour une petite minorité de gens, ou comme j'essaie de le dire sur ici cette image, ce n'est pas qu'une affaire de marginaux, non. Je pense que le voyage au pays de la différence ou de l'autistan, si on veut donner un peu un parfum d'Asie centrale à la chose, eh bien c'est quelque chose qui profite à tous. Et d'ailleurs cela avait été l'une des petites réflexions qui m'avait amené à tenter de griffonner le bouquin sur Éloge du voyage, parce que je m'étais rendu compte qu'il y avait nombre de personnes non autistes, donc souffrant de non-autisme, comme on dit dans le milieu, qui étaient par exemple profondément névrosées ou profondément dépressive, et qui a ensuite allé me voir et SOS, qu'est-ce que je dois faire? Le plus savoureux, c'est quand c'est des psys qui font ça. Voilà. Mais bon, en tout cas, vous voyez, c'est un petit voyage que je vous propose, et donc un voyage tout d'abord un peu théorique, et je l'espère qu'à la fin, on pourra faire un vrai voyage avec quelques vraies photos de voyage
voyage pour avoir une petite réflexion, je pense, sur notre société. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le handicap si ce n'est un miroir grossissant qui nous permet de comprendre peut-être un peu mieux, je l'espère, notre société. Alors je vous propose, pour commencer ce petit voyage, un peu une référence peut-être atypique qu'on ne cite pas forcément lorsqu'on parle du handicap. Je vais vous présenter un peu l'autisme tel qu'il pourrait être vu par les Fioretti. Vous connaissez les Fioretti qui parlent entre autres donc de la vie de plusieurs saints autour notamment donc de Saint François d'Assise. Mais ce n'est pas de Saint François d'Assise dont je parlerai. Je vous parlerai plutôt de frères. Alors, à une époque, on disait Juniper, ou on peut dire Genièvre, quoi, c'est plus simple. C'est l'un des personnages, j'allais dire, des Fioretti. Alors, bien sûr que le terme en tant que tel n'est pas utilisé, mais néanmoins, quand je lis ça, ça fait très fortement penser à un profil de chez nous, entre guillemets. Alors, je n'ai pas la prétention de faire une lecture théologique des Fioretti, mais je vous propose juste de voir quelques particularités donc de frère Juniper. Alors, l'une des anecdotes les plus connues de frère Juniper, c'est que l'un des frères était souffrant. Et donc le frère Juniper, qui voulait un peu bien sûr l'aider, est venu à demander: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et le frère souffrant avait dit à frère Juniper: un pied de cochon me profiterait bien. Et donc, frère Juniper, il court, il voit un cochon, il lui coupe une patte, il la cuit et il la ramène au frère qui souffrait de je ne sais quelle maladie. Donc, alors bien sûr, dans les Fioretti, c'est interprété, sans doute à juste titre, mais ce n'est pas tout à fait le sujet du soir, comme un exemple de sainteté, sans doute exact. Mais n'empêche, cette compréhension littérale des consignes est quand même un trait très marquant chez les personnes avec autisme. Vous voyez, pour vous le dire plus brutalement, c'est un peu l'anecdote, désolé de le dire toujours la même, elle est la plus marquante peut-être, c'est l'anecdote du contrôleur de train. Le contrôleur arrive et il demande: est-ce que je peux voir votre billet? Et la personne autiste répond: non, vous ne pouvez pas le voir, il est dans ma poche. Ça, c'est la réponse typique. Mais ceci étant, des amis m'ont dit de ne plus raconter cette blague parce qu'il paraît qu'à plusieurs reprises, il y avait des contrôleurs de la SNCF dans la salle et du coup, ils sont traumatisés, ne savent plus quoi dire. Donc, bon, voilà. Mais ce n'est pas tout, on va continuer les aventures de frère Juniper. Le frère Juniper ne sait pas se défendre. Quand je dis se défendre, ce n'est pas forcément au sens physique, mais quand, par exemple, une personne autiste est accusée de quelque chose, ces gens-là, souvent, ne savent pas clamer leur innocence, comme on dit. Alors bon, dans le texte des Fioretti, pour reprendre donc c'est un certain seigneur qui s'appelait Niccolo, et donc qui avait cru que le frère Juniper était quelqu'un de très très méchant. Et donc il y a eu un petit interrogatoire, mais frère Juniper n'a pas su apporter les réponses qui rassureraient ce prince-là que c'était quelqu'un de pas dangereux. Donc du coup il a été condamné à mort, etc. et sauvé, je dirais, au dernier moment. Et bon, là c'était la version des Fioretti, mais dans la vie du monde moderne, je dirais, c'est tout un défi. Quelle formation à l'autisme pour, par exemple, les forces de police? Parce que les gens autistes ne réagissent pas comme les autres face à un interrogatoire, par exemple. Alors, je ne veux pas citer de noms, mais plusieurs des fameux condamnés à tort de ces dernières décennies font partie du club, si j'ose dire. Vous voyez. Et je vous raconterai une petite anecdote qui, bien sûr, n'est pas aussi grave, mais elle est néanmoins, je crois, très typique. Si vous avez vu le film Le cerveau d'Hugo, vous avez donc vu Valentin Mérès
Pérou. Je pense qu'on en parlera dans quelques minutes. Mais Valentin a un petit frère qui apparaît également dans le film Le cerveau d'Hugo. Et je crois pour comprendre l'autisme, il suffit de regarder cet enfant, le petit Paul, le petit frère de Valentin. Et l'anecdote, c'est la suivante. Le petit Paul est maintenant en âge d'aller à l'école. Et donc d'avoir des exercices à faire à la maison. Or, donc, bien sûr, c'est un enfant qui fait toujours ses exercices correctement. Sa maman, elle fait, son travail de maman, elle vérifie si son fils a bien fait ses exercices. Elle n'a même pas besoin de le faire, parce que son fils travaille de manière modèle. Mais un soir, quand même, elle ouvre le cahier de son fils et elle voit qu'il n'y a rien. Et il n'a pas fait ses exercices. Waouh, ça y est, il commence à tricher. Bientôt un homme politique, non, j'ai rien dit. Mais la maman, elle se dit, c'est pas bien ça, je vais devoir en parler à mon fils. Elle va voir son fils et elle lui dit donc, Paul, pourquoi tu n'as pas fait tes exercices? Enfin, ce type de phrase, comme les parents parmi vous le feraient sans doute. Et le petit Paul qui réagit à la manière autiste, je sais très mal imiter les gens, mais c'est à peu près ça. Si maman, j'ai bel et bien fait mes exercices. Bon, voilà, c'est le petit Paul, il fonctionne comme ça. Et donc, il n'a fait que répéter cette phrase. Un autre enfant, dans ce cas de figure, aurait réagi de manière, je dirais, plus convaincante, socialement plus convaincante. Le petit Paul, il n'a pas fait ça. Donc, du coup, la suspicion est grande. Et n'importe quel autre parent se serait arrêté là et aurait conclu, mon fils commence à tricher, premièrement. Deuxièmement, commence à mentir. Mais cette maman-là, elle connaissait bien l'autisme, elle s'était dit, mais c'est pas possible, mon fils, il peut pas changer en l'espace de quelques heures. Elle a commencé donc à questionner son fils pour savoir ce qui s'était passé. Et là, son fils finit par lâcher la bombe. Le professeur nous a dit de faire l'exercice numéro 3, page 15 dans le livre. Donc il a fait l'exercice dans le livre. Vous voyez ? Bon, cette anecdote-là, je pense n'importe quel parent pourrait en raconter des dizaines. Il y en a plein, quoi. C'est d'ailleurs l'un des aspects charmants de rencontrer des gens autistes, soit dit au passage. Mais je pense qu'on retrouve tous ces traits du par la compréhension littérale du langage, l'inaptitude à se défendre, etc. On peut les retrouver aussi, je crois, chez frère Juniper. Mais ce n'est pas tout. Donc le frère Juniper, lui, il donnait tout, y compris ses vêtements. Donc on lui avait interdit de donner ses vêtements. Mais une fois est venu un miséreux qui n'avait vraiment rien, c'est ce qui est représenté sur l'image d'ailleurs, et donc frère Juniper, il ne pouvait pas donner ses vêtements, donc il se les fait voler par le miséreux. Vous voyez, donc il a suivi les consignes, mais il a pu quand même faire œuvre charitable. Vous voyez, il y a certaines personnes autistes qui réfléchissent aussi comme ça. Si vous dites, par exemple, à une personne autiste, je reviens dans 2 minutes, ben c'est 120 secondes, hein, c'est pas 2 minutes et demie. Vous voyez, il y a une forme de précision, quoi. D'où d'ailleurs, c'est pour ça peut-être qu'on aura le temps d'en parler ce soir, mais souvent quand on parle d'autisme, on finit toujours par parler du Japon. Mais on commence pas maintenant. Le Japon, ça viendra plus tard, peut-être. Mais c'est pas tout. Aussi, les gens avec autisme, souvent, lorsqu'ils sont dans une situation donnée, eh bien, ils ont tendance à regarder des choses différentes de ce que les autres personnes regardent. Alors, un exemple qu'on donne souvent, paraît-il, je n'en suis pas sûr, mais paraît-il que Sherlock Holmes était autiste. Ah ben tiens, parce que Sherlock Holmes voyait les petits détails. Tous les autres policiers ou alors tous les autres criminels, ils regardent seulement certaines choses générales et oublient les détails. Ils se disent « Ah mais ça, les policiers, ils verront pas cette petite chose ». Mais manque de chance, Sherlock Holmes voyait justement ce petit détail.
Et donc, dans la vie, par exemple, de frère Juniper, on a une anecdote tout à fait saisissante. Bon, il avait fait encore de ces bêtises qui lui étaient habituelles, et donc il était en train d'être réprimandé par le général. Et donc, le général parlait avec beaucoup d'expressions méchantes, mais frère Juniper ne prêtait pas tellement attention à ce que disait le général, mais il prêtait attention au ton de la voix du général qui était enroué. Donc visiblement le général était un peu malade, et suite à ça, le frère Juniper a préparé pour le général tout un médicament pour le guérir de son rhume. Donc, scène d'incompréhension totale, vous voyez. Mais quand on est parent d'enfants autistes, je crois on vit ça assez régulièrement. Bon, vous voyez, on pourrait continuer beaucoup de choses. Il y a des choses absurdes, typiques dans la vie aussi de frère Juniper, comme son goût pour les balançoires. Si vous avez des enfants autistes, généralement, ils adorent ça, quoi. Vous voyez, on pourrait multiplier les exemples. Mais c'est pour vous dire que parfois, dans la littérature, on retrouve des profils assez amusants. Si vous me permettez un petit clin d'œil pour être beaucoup plus rapide, on est un peu dans cette introduction entre guillemets littéraire. On vous parle souvent de Heidegger, mais on vous parle toujours de Martin Heidegger. Moi, je vous propose, d'ailleurs, je n'en parlerai pas, j'ai été assez traumatisé, j'ai passé 6 années à tenter d'éplucher les bouquins de Martin Heidegger, mais je vous propose de parler de l'autre Heidegger, le petit frère. Martin Heidegger avait un petit frère qui s'appelait donc Fritz ou Friedrich, de son nom officiel, mais Fritz Heidegger. Et donc Fritz Heidegger était, comme on disait à l'époque, un simple d'esprit, quoi. Et donc, en gros, Fritz Heidegger gagnait sa vie en participant à des spectacles de foire, où il montait sur un tonneau, par exemple, et il racontait des choses plus ou moins décousues. Mais vous savez quoi? D'après les quelques transcriptions qu'on a aujourd'hui de ce que disait le petit frère handicapé de Martin Heidegger, eh bien ça ressemble très étrangement à la prose de son frère Martin Heidegger. Alors ici je n'ai mis qu'un petit passage, excusez-moi, en allemand c'est intraduisible parce que c'est une suite de jeux de mots, mais c'est très drôle, quoi. Et vraiment on voit, c'est une parodie extraordinaire du style heideggerien. Et juste pour conclure cette petite parenthèse, une fois on avait demandé à Fritz, donc au petit frère, qu'est-ce qu'il pensait de son grand frère Martin. Et donc il a répondu, j'essaie de traduire à ma sauce, le Martin, donc avec on ne pouvait pas l'utiliser pour quoi que ce soit de raisonnable. Et donc il est devenu philosophe. Voilà, mais bon, ça c'est la petite histoire. Mais il n'empêche que on a retrouvé trace, par exemple, dans la correspondance de Martin Heidegger, de tout le soin qu'il avait envers son petit frère. Alors, est-ce que la philosophie du grand Heidegger est la transcription un peu élaborée de ce que disait son petit frère handicapé? Je n'en sais rien, quoi. Mais j'ai un peu taquiné mon ancien directeur de thèse, Heinz Wiesmann, éminent théologien protestant. Et donc je lui avais dit, donc vu que visiblement je ne comprendrai jamais rien à Martin Heidegger, au moins je pourrais essayer de faire comme Fritz Heidegger. Bon bref, ou aussi on pourrait multiplier, mais vous savez quel était le plus grand drame dans la vie d'Émile Cioran, Émile Cioran, si vous le dites à la roumaine? Eh bien c'est que à l'âge de, je crois, 40 ans, il avait été définitivement exclu du restaurant universitaire qu'il fréquentait. Ça avait été, d'après ses dires, le plus grand drame dans sa vie. Il n'empêche, on retrouve des petites choses. Enfin, trêve de bavardage, on va entrer dans le vif du sujet et je vous propose maintenant une petite machine à voyager dans le temps. On verra quelques portraits de personnes autistes très jeunes, souvent enfants, et puis des photos de ces mêmes personnes un peu plus tard. Et tout le jeu, si j'ose dire, c'est de deviner de qui il s'agit. On va faire ça, d'accord? Alors, je vous montre une première photo. Par
Parfois, vous avez à la maison un de ces adolescents complètement recroquevillés dans leur bulle, comme on dit, et qui, au lieu d'aller, je dirais, en cours ou d'apprendre les choses fort importantes sur, par exemple, les péripéties de Louis XIV, je ne sais où, eh bien, il bricole dans son garage, Dieu sait quoi. Et donc les parents sont un peu embêtés. D'autre part, ce fils-là, il essaye de conduire des voitures, mais il n'y arrive pas. D'où d'ailleurs cette photo policière quand il a été attrapé.